Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà d'être venus. Et on attend un tout petit peu que tous nos intervenants soient là. Pendant ce temps, je vais me présenter. Donc, je suis Nina Rocher, élève en deuxième année en option génie industriel et je suis également vice-présidente de la junior entreprise de l'école. Donc, aujourd'hui, c'est le premier opus des parcours d'entraliens et ça va être sur le thème de la santé. Donc, je tenais vraiment à remercier Centrale Nantes Alumni pour leur soutien dans l'organisation de cet événement. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir organiser un événement de remplacement du Forum Alumni, puisque au vu du contexte sanitaire actuel, on n'a pas pu en avoir. Et je tenais aussi à remercier tous les alumni qui ont répondu favorablement à notre appel à témoins, et notamment les 6 intervenants de ce soir, qui travaillent tous dans le domaine de la santé. Et s'ils sont tous là, je vais les laisser se présenter avant d'enchaîner sur des questions un peu plus spécifiques sur leur parcours et leur domaine. Donc Anaïs, je te laisse commencer. Yes, vous m'entendez tous. Je vais peut-être mettre la vidéo, je sais pas si ça marche. C'est bon, tout le monde me voit? Ce sera plus sympa, je pense. Je sais pas si ça marche. Ok, je me Si on présente. voit, allez. Ok, bonjour à tous. Moi, je suis de la promo 2018, donc ça fait 2 ans que je suis diplômée. Et je travaille actuellement pour un labo pharma qui s'appelle Amgen. Donc, c'est un labo qui est spécialisé principalement sur le cancer, la cardio ou encore certaines maladies auto-immunitaires telles que le psoriasis. Je travaille là-bas en tant que data analyst, notamment sur des données de vente ou des données de compliance, sur un outil qui s'appelle Tableau. Donc, c'est de la business intelligence / data visualisation. Et je suis là-bas depuis environ 7 mois en CDI. Voilà, je pense que c'est court, mais je pense que ça suffit pour le moment. C'est bon. Allô? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est tout Ouais, bon. c'est bon? Aurélien, tu veux te présenter? Ouais, hop, je vais mettre la vidéo aussi, ce sera plus sympa. Euh, du coup, je m'appelle Aurélien Simoes. Moi, j'ai été diplômé l'année dernière. Et donc, je suis aujourd'hui senior consultant dans les équipes Healthcare and Life Science d'EY Consulting, donc cabinet de conseil. En cumulé, ça fait bientôt 2 ans et demi que j'y suis, puisque j'avais fait mon sting là-bas et également mon année de césure. Et donc, j'interviens sur différentes missions, plutôt orientées e-santé ou digitale, que ce soit auprès directement d'établissements de santé, des acteurs régionaux, notamment des ARS, des grandes instances nationales. On peut penser à l'assurance maladie, au ministère de la Santé ou à d'autres organismes. Et puis, ça peut aussi également être des missions pour les instituts de recherche, à l'exemple de l'INSERM, dont vous avez sûrement dû entendre parler dans le cadre du Covid, ou encore de MedTech ou de Biotech. Donc, un panel de clients assez large et du coup plutôt orienté digital et maintenant un peu plus data aussi, puisque ça fait partie des grands sujets du moment. Puis on pourra peut-être venir plus en détail tout à l'heure. Je ne sais pas à qui, à qui le tour, Nina, pour la présentation. On va dire Rémi, s'il est là. Oui, je suis là. Alors, hop, hop, hop. Vidéo, je ne sais pas si ça marche. Oui. Donc moi, je suis actuellement en recherche d'emploi. Donc, ce n'est pas exactement le même cas que les autres, mais j'étais en stage en fin d'études là, chez Servier. Un peu à la frontière entre les de business intelligence dans la gestion de données, et j'avais une mission de consulting interne, donc un peu similaire au consulting que fait Aurélien, pour la valorisation de données de projets de partenariat en interne, pour les utiliser et mieux les exploiter dans les équipes de recherche chez Servier. Pour l'instant, j'ai pris une pause et je retournerai peut-être là-bas chez eux un peu plus tard. Voilà. Et je suis diplômé cette année seulement. Ok, très bien. C'est bien Constance? Ouais, c'est bon, je suis là. Ok. Je te laisse te présenter.
Alors, donc, du coup, moi, je suis en thèse à Centrale. Je suis diplômée comme analyste il y a 2 ans déjà. J'ai commencé donc ma thèse il y a 1 an et demi maintenant. Donc, il me reste encore un peu plus d'1 an et demi à faire, parce que c'est 3 ans en tout. Et je travaille sur du traitement d'images médicales. Donc, en gros, j'ai des images de patientes qui ont un cancer du sein métastasé. Donc, elles ont des tumeurs un peu partout sur tout le corps. Et j'ai ces images à plusieurs instants, donc avant le traitement, en cours de traitement, post-traitement. Et j'essaye de trouver un moyen de mieux suivre les tumeurs au cours du temps, d'arriver à dire, d'utiliser l'intelligence artificielle pour dire les tumeurs ont grossi, les tumeurs ont diminué, le traitement marche ne marche pas, et éventuellement du coup adapter le traitement par la suite pour que les patients aillent le mieux possible. Voilà. Ok, super. Rebecca, je te laisse la parole. Et ensuite, je ne sais pas si Guillaume est là. Sinon, ce sera la dernière présentation. Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est Rebecca. Donc, j'ai fait Centrale aussi, donc diplômée de l'année dernière, en 2019. Donc, moi, là, en ce moment, je vais commencer une thèse CIFRE. Donc, une thèse CIFRE, c'est une thèse en partenariat avec une entreprise chez Guerbet. Donc, Guerbet, c'est un laboratoire pharmaceutique qui fait notamment des produits de contraste, donc ce qu'on vous injecte avant de faire un examen radiologique. Et donc, mon sujet de thèse, c'est notamment de travailler sur le développement d'outils pour la détection du cancer du pancréas. Donc, un peu comme ce que fait Constance. Voilà, donc utiliser des images de CT scan pour détecter une tumeur au niveau du pancréas et améliorer le traitement. Voilà. Ok, super, merci à vous. Guillaume n'est toujours pas revenu, je crois, donc on va passer à la suite, si ça veut bien. Donc, première question qui me semblait assez évidente. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans le domaine de la santé? Quelles étaient vos motivations? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentiez dès votre enfance ou ça s'est vraiment développé après? Du coup, je peux parler pour moi, je ne sais pas pour les autres, ils diront ce qu'ils pensent. Quand j'étais au lycée, j'hésitais vraiment à faire médecine. Puis il se trouve que j'étais pas trop mauvaise en physique et que la prépa s'est bien passée, donc du coup, je suis restée en prépa. Mais pendant les cours de PPP que tout le monde trouvait inutiles, je me suis mise à réfléchir à ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis dit qu'allier santé et ingénierie, c'était possible. Et voilà. Donc, c'est un peu par... j'ai toujours un peu voulu faire médecine, donc ça permettait de combiner les deux, quoi, sans avoir à faire 10 ans d'études. Je fais une thèse, donc je me lance dans 9 ans d'études, donc c'est pas beaucoup mieux, mais voilà. Yes, je vais parler pour moi. Moi, au début, c'est vrai que quand je suis arrivée à Centrale, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais m'orienter dans l'énergie. Donc, j'avais fait des stages chez Total et Areva et ça m'avait vraiment, vraiment pas plu. Et le déclic, ça a été que j'ai participé à un hackathon sur le domaine de la santé. Et j'ai trouvé qu'en fait, les gens étaient vraiment passionnés. Et je pense que c'est ce qui me manquait dans mes expériences précédentes, c'était la passion. Les gens étaient vraiment passionnés sur un but commun que je trouve noble, à savoir améliorer la santé des personnes qui souffrent. Donc voilà, c'est quelque chose dans lequel je me suis reconnue. Et voilà, je suis passionnée par ce que je fais, je suis passionnée par mon métier et je suis contente de pouvoir aider des patients qui ont des pathologies lourdes. Voilà pour moi. Et je peux rester dans ce domaine, du coup, toute ma vie, je pense, pour le moment, mais on verra après. Je crois que tu es en mute encore, Rebecca. Oui, donc je me permets de prendre la suite. Merci Aurélien pour m'avoir prévenu. Donc moi, pourquoi est-ce que j'ai voulu travailler dans le domaine de la santé? Je pense que c'est très similaire à Constance. Voilà, moi j'ai hésité à faire médecine après le bac. J'ai fait ingénierie parce que j'étais forte aussi en maths et en physique. Et voilà, je ne sais pas trop en fait. C'est comme ça que j'ai atterri à Centrale. Et pour moi, voilà, c'est vraiment important de passer du temps, enfin, vu que le travail, c'est quand même la plupart, enfin, c'est toute notre vie, quoi. Je trouve ça important de travailler sur des choses qui peuvent être utiles
aux personnes. Et en plus, j'ai été contente de trouver un peu le domaine du machine learning qui, en plus d'être utile pour la santé, est vraiment passionnant d'un point de vue technique. Enfin voilà, c'est très passionnant et comme je rejoins Anaïs, c'est un domaine où les gens sont vraiment passionnés et voilà, c'est stimulant de travailler là-dedans. Puis du coup, moi, pour finir, en fait, ça va être plus proche de ce que disait Anaïs, c'est que je suis un peu tombé dedans par hasard parce que, en tout cas, mon année centrale proposait une option projet avec le CHU de Nantes. Donc j'ai travaillé, on travaillait en fait à peu près comme à mi-temps pour le CHU de Nantes sur du déploiement d'outils informatiques. Et en fait, en rencontrant des médecins et en retour un peu sur la passion, je trouvais que ça donnait vraiment du sens. Et puis ensuite, en fait, tout s'est enclenché puisque j'ai eu l'opportunité de partir en conseil là-dedans. Et peut-être ce que je rajouterais par rapport aux autres, c'est qu'en fait, la santé, on s'en rend pas forcément compte, mais par exemple, un centre hospitalier, le CHU de Nantes, pour ne citer que lui, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 12 000 personnes. Et en fait, dès qu'on creuse un peu dans la santé, au-delà des sujets particuliers qu'on peut adresser, ça devient vite quelque chose de très, très global parce que on en parle aujourd'hui, mais il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de digitalisation. Et en fait, très vite, on se rend un peu, enfin, en tout cas, c'est peut-être l'avantage du consulting, ou en tout cas, c'est ce que ça m'a pris, c'est qu'on voit un peu tout cet écosystème dans lequel on rentre et le fait que ça a un vrai sens et c'est un vrai levier. Parce que quand on travaille pour un médecin, la question qu'il posera toujours à la fin, c'est de savoir ce que ça change pour le patient. Et je trouve que c'est assez agréable au jour le jour de se poser cette question-là plutôt que d'autres qui seraient peut-être plus mercantiles en fait. Ok, super. Rémi, tu as un avis sur la question? Après Aurélien, je ne sais pas si, si on peut ajouter grand-chose. C'est vraiment la question du sens. Moi aussi, c'est arrivé assez tard pendant mes études à Centrale de découvrir ce domaine de la santé et de voir qu'en fait, c'était pour moi très important d'avoir un sens au fond de mon travail et de voir qu'il y avait au bout de la chaîne, même si on est simplement dans le support informatique, qu'il y avait quand même des patients qui bénéficiaient de notre travail. Voilà. Mais je ne suis pas forcément fixé sur le domaine de la santé toute ma vie. Peut-être que ça peut être une bonne piste pour démarrer et ensuite éventuellement en changer. Ok, très bien. Du coup, une autre question qui me semblait assez évidente, mais pas forcément connue, ou en tout cas la réponse n'est pas aussi évidente que la question. Quelles études faut-il suivre pour y arriver? Est-ce qu'on peut faire un parcours généraliste et ensuite commencer à travailler dans la santé, ou est-ce que c'est vraiment important d'avoir eu pas mal d'expérience dans le domaine, notamment les stages en école? Alors, je sais pas pour les autres. Moi, pour le coup, j'ai fait tous mes stages dans le domaine de la santé. Donc, c'est vrai que du coup, ça aide un peu pour la suite. J'ai fait un stage de recherche d'abord à Montréal où je faisais du traitement d'images, c'était des images de cerveau, qui avaient des patients qui étaient épileptiques. Puis ensuite, j'ai fait un autre stage chez Philips où pour le coup, c'était de l'ultrason de l'aorte. Donc à chaque fois, j'ai fait du traitement d'image et c'est vrai que du coup, c'était plus facile de trouver un stage dans ce domaine-là parce qu'au final, c'est un monde assez petit. Donc à chaque conférence, etc., je recroise mes anciens maîtres de stage, etc., etc. Donc voilà. Et du point de vue des études, moi, j'ai fait Centrale, j'ai fait DataSim et ensuite, je suis partie 2 ans en Espagne faire un master d'ingénierie biomédicale parce que quand on est face à un médecin et qu'on sait parler que le langage ingénieur et pas du tout le langage médecin, mais déjà, même en parlant un peu le langage médecin, je trouve que les médecins nous regardent des fois beaucoup de haut et la relation avec eux n'est pas toujours facile. Alors du coup, je trouve ça vraiment important d'essayer d'acquérir au moins des bases en médecine pour être plus capable de communiquer avec eux. Voilà. Donc j'ai fait un master en plus, un double diplôme à Valence. Je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit, Constance. Moi, je trouve que c'est essentiel. J'avais fait mon stage de fin d'études chez Acuvia. Donc, Acuvia, c'est une entreprise spécialisée dans les données de santé. Et en fait, c'est ça qui m'a... Et ensuite, j'ai continué là-bas, ensuite, avant d'intégrer Amgen. Et je pense que oui, c'est hyper important si vous savez que vous voulez être dans le secteur de la santé.
voilà, de faire vos stages dans le secteur de la santé, dans des labos pharma ou dans des labos publics, etc. Concernant les études, moi, je ne suis pas en machine learning, donc je suis en data analyst, donc c'est beaucoup moins technique que ce que font Constance et Rebecca. Pour ma part, j'ai fait l'option GI parce que je ne savais pas quoi faire. Et parce que aussi l'option santé que je voulais faire à l'époque n'existait pas et je ne me voyais pas aller dans une autre option. Finalement, en fait, j'ai appris sur le tas. J'apprends encore et c'est ce que je trouve intéressant aussi dans les datas, c'est qu'on apprend tous les jours. Et donc, sauf sur des métiers, peut-être des thèses, des choses où il faut vraiment avoir des compétences techniques, je pense qu'il y a pas mal de jobs dans des labos pharma où, en fait, si on a la motivation, si on a quand même des expériences de stage dans des labos, ou du moins une expérience, on peut faire plein de choses. Donc, moi, les études, oui, mais on apprend toujours sur le tas, en fait. Même si on n'a pas fait la bonne option, c'est pas parce qu'on n'a pas fait l'option santé qu'on peut pas aller dans un labo pharma. La preuve, bon, elle n'existait pas à mon époque, hein. Je suis pas vieille pourtant, mais elle n'existait pas. Et pourtant, je suis dans la santé, donc faut pas non plus se fermer des portes en se disant j'ai fait l'option GI ou j'ai fait l'option, je sais pas, aéro, c'est fermé. Non, vous avez toujours une porte d'entrée qui vous permettra de rentrer. Donc, les études, oui, si vous voulez faire des tests. Par contre, si vous voulez aller dans des labos pharma ou en conseil sur des problématiques plus globales, c'est pas obligatoire. Ce qu'on attend de vous en entreprise, c'est une tête bien faite, un esprit analytique, des capacités de communication. Et si vous avez ça, vous réussirez. Voilà. Et du coup, je rebondis pour le voir dans le conseil. Après, moi, pour le coup, comme en fait ma première option en EI2, c'était dans la santé. Après, j'ai fait un stage dans la santé. Puis après, j'ai fait un master en data science pour la santé. Donc, je suis peut-être plus proche de Constance sur un parcours full santé. Après, pour travailler dans le consulting, il y a plein de consultants qui arrivent sur des missions de santé, qu'on n'ont pas fait avant, que ça passionne, qui rentrent dans une équipe santé. Et peut-être la particularité de la santé, c'est qu'en fait, tout est très spécifique. Un établissement de santé, tant qu'on n'a pas mis les pieds dedans, on ne sait pas comment ça marche et tout le monde peut pas avoir les pieds dedans. Au même titre qu'un labo, c'est différent. Que finalement, après, chaque parcours de prise en charge est très différent. Je pense que même s'il y a des points communs, après, je ne peux pas parler en votre nom, Constance et Rebecca, mais je suis sûr que ce que vous faites sur le pancréas ou le cancer du sein, il y a aussi plein de différences parce que ce pas les mêmes organes, ce pas les mêmes spécialités. Donc, je ne pense pas que ce soit hyper important, en tout cas en tant que jeune, de ne pas avoir forcément une expérience dans la santé pour y rentrer. Après, je pense que c'est certain que plus on vieillit, plus ça peut être dur de rentrer dans ce milieu-là sans le connaître un peu, parce qu'il y a plein de spécificités et qu'il y a plein d'organes et que c'est assez complexe. Et c'est vrai que si on ne le connaît pas, on peut mettre très longtemps en fait avant de commencer à saisir comment ça se passe. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, du coup, pour rejoindre un peu ce que tout le monde dit, je pense que c'est important d'avoir des expériences spécifiques à la santé, notamment pour parler de mon cas. Moi, j'ai fait l'option biostic, du coup, et j'ai fait mon stage de 2e année dans une start-up qui faisait de l'IA pour la santé, et j'ai fait mon master, ma 3e année de centrale, je l'ai faite à l'Impérial, où j'ai fait un master en biomedical engineering. Du coup, mon profil était quand même très santé, mais en fait, je pense que ce n'est pas obligatoire dans le sens où la santé, c'est quand même quelque chose de assez global. Et en fait, dans mon cas, en tout cas pour le machine learning, on a beaucoup besoin de compétences plus techniques que de connaissances sur la santé, parce que en fait, les connaissances sur la santé, on va les acquérir au fil du temps. Une fois qu'on travaille sur un sujet, par exemple, moi, je suis arrivée sur ma thèse, je n'y connaissais rien en pancréas, je savais à peine à quoi ça servait. Mais par contre, j'avais tout un bagage technique, de mathématiques, traitement de signal, qui est, je pense, plus important en fait que les connaissances sur la santé en elle-même. Juste pour l'anecdote, en fait, juste avant de faire ma thèse, j'ai fait un stage dans une boîte qui fait de l'IA pour le foot, parce qu'en fait, je voulais vraiment... donc, en fait, c'était une start-up qui analyse les images de foot en temps réel, des matchs de foot en temps réel pour en sortir les données. Et c'était, en fait, c'est de moi-même, c'est de mon plein gré que j'ai fait ce stage. Non pas que j'aime le foot, mais parce que je trouvais que c'était important, d'un point de vue technique, en fait, cette entreprise fait des choses vraiment très intéressantes. Et du coup, j'ai voulu faire mon stage là-bas pour pouvoir acquérir certaines techniques
voilà, certaines pour être plus solides en code et en mathématiques. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on veut faire de la santé qu'il faut faire absolument que ça. Je pense que des profils qui sont plus mathématiques, traitement de signal, peuvent aussi être très utiles. Et ensuite, de toute façon, une fois qu'on rentre dans la santé, on se forme sur le tas. Voilà. Ok, Rémi, tu as quelque chose à ajouter ou... Je pense que quand même, si on est en relation vraiment avec des professionnels de santé, comme des médecins par exemple, c'est effectivement bien de pouvoir parler un peu le même langage, mais c'est le cas dans tous les domaines d'activité. Hein. Si on veut parler avec un ouvrier dans l'aéro, il faut avoir un ouvrier, mais technicien peut-être, un langage, mais ça s'acquiert effectivement sur le tas aussi. Néanmoins, là, j'ai travaillé avec des collègues qui étaient aussi en business intelligence, qui n'avaient jamais eu de background en santé et qui étaient complètement perdus quand les chercheurs parlaient de leur métier. Et donc, c'était pour eux plus difficile de sentir certains besoins ou même de comprendre, d'avoir cette empathie qu'on peut avoir quand on a eu nous-mêmes un background de santé. Donc, moi, j'étais en biostatistique et effectivement, ça m'a permis de pouvoir vraiment mieux discuter avec les différents collaborateurs qui étaient dans le domaine de la santé depuis des années. Voilà. Ok, super. Après, ça dépend de la spécialité. Les études à suivre, évidemment, si on veut faire du machine learning, c'est mieux d'en avoir fait avant. Du coup, moi j'avais une petite question au niveau de la situation actuelle. Dans quelle mesure ça affecte votre secteur et puis vous, plus personnellement, vos missions? Je vais commencer. Moi, mon secteur, ça l'affecte énormément. Du coup, je croule sous le travail, on va dire. Parce que tout simplement, je suis dans l'équipe data et l'équipe data, on fournit des data donc, à toutes les BU, donc que ce soit le marketing, la compliance, le médical, les commerciaux. Et en fait, la situation du Covid fait qu'on ne peut plus aller visiter les médecins, on ne peut plus aller leur présenter les produits. Donc là, chez Amgen, on a des nouveaux produits, par exemple en cardio, donc c'est un produit qui s'appelle Repata. Les commerciaux ne peuvent pas, enfin, c'est pas le bon terme en commerciaux, on va dire, les commerciaux ne peuvent pas aller en fait visiter les médecins et leur présenter le produit. Donc en fait, on est en train de changer toute la structure d'un laboratoire pharmaceutique et il faut qu'on apprenne à se réorienter et à se digitaliser. Donc pour le coup, moi, ça change totalement mes missions actuelles et ça met quand même pas mal de pression sur mon équipe. Je confirme aussi, il y avait aussi une forte pression, mais plus sur l'industrie qui devait continuer à produire des médicaments malgré la crise, malgré les conditions de travail qui devaient être changées. J'ai vu aussi que ça avait transformé l'entreprise en la digitalisant en quelques jours pour mettre en place un télétravail à l'échelle globale. Alors que les gens certains collaborateurs ne savaient pas du tout utiliser Teams il y a quelques mois. Les outils de travail à distance. Ça a donné une forme de pression, effectivement. Mais moi, j'étais plus dans la R&D et une équipe data dédiée à la R&D. Donc ça a quand même impliqué certains blocages, notamment parce qu'en recherche en particulier, il y a encore des laboratoires ou des collaborateurs qui n'ont pas accès à Internet sur leur machine. Et ça peut mettre du temps à surgir ou à comprendre qu'en fait, ils font de la recherche et que c'est sur des sujets stratégiques de haute sensibilité et que donc, ils évitent, dans certains vieux labos, de brancher sur Internet. Donc, voilà. Ça nous invite à nous poser de nouvelles questions et effectivement à digitaliser toujours plus. Peut-être avec une vue de conseil un peu plus large, en fait, ça dépend vachement des acteurs. Par exemple, évidemment, tout ce qui est au niveau des établissements hospitaliers ou des agences régionales de santé et des agences numériques qui travaillent pour eux
presque la plupart des missions ont dû être arrêtées ou du moins ont été profondément changées parce que globalement, 100% de leurs ressources font du Covid tous les jours. Parce que globalement, aujourd'hui, si on va toquer un établissement hospitalier pour lui parler de la refonte de son SI à 10 ans, il en a gentiment rien à faire, à moins qu'on puisse lui mettre un outil sur étagère qui marche tout de suite, qui lui permette de mieux prendre en charge les patients. Par contre, à l'inverse, sur des grands projets étatiques, ça n'a pas été stoppé, au contraire, ça continue. Ça se densifie un peu parce qu'il y a des moyens qui ont été alloués. Je ne sais pas si, enfin, pour ceux qui peuvent être au courant, mais vous avez notamment un plan qui s'appelle Ma Santé 2022, et en fait, qui a été publié il y a un peu plus d'un an, et qui dressait déjà quelque chose d'assez important sur le numérique en santé, avec pas mal de gros projets un peu socles. Donc ça, c'est des projets qui continuent, et qui sont même renforcés dans le bon sens, parce que le Ségur de la santé a remis de l'argent supplémentaire sur la table pour accompagner tout ce qui est autour du digital, de l'e-santé et de l'innovation. Donc, c'est plutôt des projets qui s'amplifient. Il y a des projets du coup qui ont été arrêtés, puis par contre, il y a aussi des projets qui ont été lancés de manière hyper rapide et en flux très tendu par rapport au Covid. Je pense notamment, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous avez une plateforme qui s'appelle Covirevac, qui a été lancée par l'INSERM et qui permet en fait, de se porter volontaire pour participer aux essais des vaccins Covid. Pour avoir travaillé dessus, typiquement, on a reçu la demande début juillet et la plateforme devait être prête en gros mi-septembre, avec tout ce que ça impliquait de cadrage, de trouver un prestataire, de spec, de définir des stratégies de com, des stratégies de gestion, enfin tout. En gros, le projet s'est monté en 2 mois pendant l'été. Et là, par contre, ouais, ça a vachement accéléré, c'était à flux tendu. Donc en fait, je trouve que ça dépend vachement des acteurs, même si globalement, j'ai un peu le sentiment que s'il y a des secteurs qui perdent vachement d'activité, c'est pas trop dans la santé pour le coup, parce qu'on s'est peut-être rappelé à quel point elle était importante et à quel point on avait sous-investi dedans pendant quelques temps. Vas-y, Rebecca, je finirai. Moi, de mon côté, ça n'a pas trop changé. Bon, sachant que j'ai commencé moi ma thèse en télétravail, donc je peux pas trop. Enfin, je l'ai commencé pendant le Covid, donc je ne peux pas faire d'avant-après. Après, moi, c'est un peu différent vu que je travaille. Enfin, c'est de la recherche, donc je ne vais pas voir de clients. Enfin, je travaille plus de mon côté. La seule grosse différence, je dirais, c'est que je travaille plus, enfin, je fais plus de télétravail et toutes les conférences, notamment les conférences internationales, elles sont en virtuel, donc c'est un peu dommage. Et ça perd un peu il y a un peu moins d'interaction entre chercheurs, je pense, mais bon, il y a certains côtés aussi qui sont plus positifs. Du coup, les gens répondent plus sont plus disponibles pour répondre. Enfin, les chercheurs sont plus disponibles pour répondre par mail. Voilà. Mais globalement, ça n'a pas trop changé de mon côté. De mon côté non plus, du coup, ça n'a pas changé grand-chose, puisque en pratique, je tape du code toute la journée, donc je suis assise derrière mon ordinateur les 3/4 de la journée. Donc le télétravail était assez facile à mettre en place. Enfin, j'en faisais déjà avant, maintenant j'en fais plus. Donc en pratique, sur le travail en lui-même, ça n'a pas changé grand-chose. C'est vrai que là, avant, c'était des fois compliqué de faire des réunions où il y a tous mes encadrants qui pouvaient se retrouver, des choses comme ça. Là, maintenant, ça devient normal d'avoir 1 ou 2 encadrants qui sont là que par Teams en distance. Et donc, du coup, l'organisation des réunions est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que les conférences qui se font presque toutes à distance maintenant, c'est assez dommage parce que ça permet de moins rencontrer de gens. Mais bon, on se dit comme ça, il y a pas mal de gens qui prennent moins l'avion aussi, donc c'est pas si mal. Mais voilà. Et ouais, ce qui a changé aussi, c'est qu'au lieu de préparer des présentations orales pour des conférences, on s'enregistre à parler tout seul devant son ordi pour préparer des vidéos qui sont envoyées et que les autres vont pouvoir revoir en boucle. C'est un peu stressant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ok, très bien. Du coup, ça, je ne sais pas si vous avez les clés pour y répondre, vu que vous êtes tous relativement diplômés de manière récente. Quelles sont les démarches à suivre pour se reconvertir dans la santé si on était dans un domaine qui avait rien à voir par exemple, Anaïs, tout à l'heure, tu parlais de l'aéronautique. Si on était dans l'aéronautique et qu'on veut aller dans la santé, est-ce que vous avez une idée des étapes à suivre? Est-ce qu'il faut se former dans la santé ou
ou ça peut se faire comme ça? Je dirais déjà, ça dépend pour quel type de poste. Ça dépend si c'est du conseil, si c'est un poste en labo ou si c'est un poste de machine learning. Mais grosso modo, bon, je pense que, j'ai l'impression qu'il n'y a que des étudiants, donc je pense que ça peut-être correspond à personne. Donc du coup, je vais plus me placer en tant que jeune diplômé. Si vous êtes jeune diplômé, si vous êtes diplômé d'aéronautique et que vous voulez vous orienter dans le secteur de la santé, je ne vais pas dire que c'est facile. Peut-être que je vous encouragerai peut-être à faire un master d'1 an en alternance, donc un master à la fac en santé, pour vous permettre de rebondir, parce que c'est vrai que si vous n'avez aucune expérience en santé, ça peut être assez difficile, sauf si vous allez dans un cabinet de conseil, peut-être comme Deloitte, donc qui est un peu plus... qui a différentes practices, je ne sais pas comment ça s'appelle comme ça, que vous pouvez peut-être commencer dans une practice et ensuite aller dans le domaine de la santé. Mais sinon, ça peut être un peu difficile, je pense. Je ne sais pas si Aurélien, c'est facile ou pas de faire ça. Du coup, je ne ferai pas de la pub pour Deloitte, mais plutôt pour EY, tu m'excuseras. Ah, pardon, désolée. Désolée. Peut-être. Non, dans les cabinets de conseil, c'est plus facile, surtout les gros cabinets, parce que typiquement, souvent, ce qui est fait, c'est que le but, c'est de changer un peu de secteur quand on est jeune. Donc, en fait, il suffit de demander à passer sur une mission santé pour y rentrer. Après, il y a des cabinets, en tout cas, chez nous, chez One, on a créé une équipe qui est dédiée à la santé, mais ça ne veut pas dire que c'est les seules personnes qui travaillent sur des missions en santé. De manière plus globale, je trouve que sur tout ce qui est lié au digital, c'est peut-être plus facile de se reconvertir, parce que finalement, enfin, j'ai envie de dire, à 3-4 ans après le diplôme, on est relativement jeune, donc c'est pas forcément déjà des postes à haut management. Donc au pire, si on amène une compétence, je sais pas, de d'IA ou d'analyse ou de chefferie de projet SI, ça peut être plus facile de rentrer par la partie technique pour aller récupérer le côté métier. Après, j'aurais plus de mal à le projeter sur des gens qui ont, je sais pas, 8, 9, 10 ans de carrière et qui, du coup, arriveraient sur des postes à haut management sans avoir pas vraiment de prise, en fait, sur la santé en tant que telle. Et là, peut-être rejoindre Anaïs sur le fait que ce serait peut-être mieux de faire un diplôme ou un DU ou quelque chose pour remettre un peu le pied dedans. Après, sur tout ce qui est fonctions support qui ne sont pas forcément en lien direct avec les métiers de la santé en tant que tel, dans l'industrie pharma, il y a des équipes informatiques, il y a de la data science et autres. Et donc, même dans des fonctions à haut poste, on a eu des arrivants qui venaient de boîtes qui n'étaient pas du tout dans la santé. Donc, ça peut tout à fait se faire. J'avais aussi des collègues en business intelligence qui travaillaient chez SFR avant. Donc, c'est pas impossible de changer de secteur. Ce qui est difficile, c'est de changer à la fois de secteur et de fonction. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Ok, j'ai vu que Thibaut lève la main. Est-ce que c'est pour parler ou... Oui, c'était pour parler. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais, très bien. Ouais, c'était pour réagir un peu à ça, du coup. Donc moi, je suis diplômé 2013, un peu plus vieux que vous. Je fais une thèse dans un secteur qui n'a rien à voir, et ensuite, je suis passé dans une boîte qui fait de la santé, qui s'appelle Wondercraft, qui construit un robot pour faire marcher des paraplégiques, ou pour faire de la rééducation. Et du coup, moi, je suis un exemple de quelqu'un qui a changé de secteur sans suivre de démarche particulière. Et dans mon entourage, dans ma boîte aussi, il y a pas mal de gens qui l'ont fait. En fait, comme il y a dans des métiers où il y a une grosse expertise technique, il suffit que vous ayez déjà une partie des compétences techniques qui soient recherchées pour ce secteur-là, pour que ce soit applicable. Donc, nous, on est une boîte de robotique. Et donc, moi, avant, j'avais fait pas mal d'informatique pendant ma thèse. J'ai des collègues qui sont dans mon équipe qui ont travaillé qui travaillent chez Parrot, par exemple. Donc, il y a aussi un secteur qui faisait de la robotique, mais qui n'a rien à voir avec la santé. Et il y a d'autres exemples sur... c'est essentiellement sur la robotique, du coup, qui est une thématique forte de l'entreprise. Mais en fait, c'est possible sur des choses un petit peu pointues, sur des expertises techniques. Après, il y a ce que disait Rémi, je crois. Sur les fonctions de support, ça existe aussi. Nous, on a un directeur financier qui est arrivé il y a 1 an et demi, qui avant travaillait pour une coopérative de moulins, je crois. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, en fait, c'est complètement possible. Après, j'ai aussi d'autres collègues qui font
qui travaillent sur des aspects un peu normatifs et réglementaires, qui sont pointus, mais qui sont vraiment spécifiques au médical. Et on voit, enfin, c'est des postes pour lesquels on va vous demander de connaître les normes. Du coup, si vous dites, bah, moi j'ai fait du normatif, mais dans l'aéronautique, bah, ce pas les mêmes normes qui sont applicables. Du coup, ça va être plus compliqué de trouver des passerelles ou de valoriser des expériences que vous avez déjà eues. Ok, en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir vos retours d'expérience là-dessus, parce que je sais que notre génération, on a tendance à avoir envie de bouger et d'expérimenter pas mal de secteurs. Donc, c'est toujours bien de savoir comment ça se passe pour la reconversion. Je vais juste parler vite fait du cadre de... Enfin, si jamais vous voulez faire enseignant-chercheur dans le domaine de la santé ou des choses comme ça, là, pour le coup, je me trompe peut-être, hein. S'il y en a qui pensent le contraire, corrigez-moi. Mais le secteur, pour le coup, il faut vraiment suivre un peu la carrière toute tracée qu'on nous dit de faire. Donc, faire une thèse, 1 ou 2 post-doc, professeur, maître de conf, etc., etc. Et donc, pour être prof à la fac ou même à Centrale, enfin, Centrale un peu moins, mais en tout cas à la fac, c'est pas forcément la santé, c'est plus propre au domaine d'être professeur des universités. Il y a vraiment une espèce de carrière à suivre et j'ai l'impression qu'il faut la suivre dans l'ordre et que vu que c'est des personnes en général assez âgées et qui décident qui a un poste ou qui n'en a pas, si on n'a pas fait le chemin qui leur plaît, c'est plus difficile de rentrer dans le système. C'est plus facile d'en sortir que d'y rentrer en tout cas. Ok, je me posais aussi une question au niveau des évolutions que vous aimeriez voir dans votre secteur dans les 5 ans à venir, ou sinon les évolutions que vous vous attendez à voir. Je vais commencer. Je pense que les évolutions à venir en labo pharma, c'est qu'on va un peu revoir tout l'accès aux médecins. Je pense que tout va beaucoup plus se digitaliser. On va faire des conférences. Plus besoin, par exemple, d'aller aux États-Unis pour faire une conférence. On va le faire directement de chez soi. Ou peut-être qu'aussi les médecins vont limiter le nombre de personnel, par exemple, de Amgen qui pourraient les visiter. Donc, je pense que ça va vraiment, enfin, la relation, en tout cas, médecin et laboratoire pharmaceutique va vraiment changer et se digitaliser. Voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas pour les laboratoires pharmaceutiques. Je pense qu'aussi les laboratoires pharmaceutiques veulent aussi se rapprocher du patient. Donc il y a tout ce qui est autour du parcours patient qui est en train de se développer pour aller peut-être voir, cibler entre guillemets le patient directement. Donc c'est ce que je peux dire en tout cas sur les labos pharma pour le moment. Alors, c'est pas des évolutions que j'aimerais forcément voir, mais c'est des évolutions, à mon avis, qui sont un peu évidentes et qui se passeront. Peut-être pour rebondir du coup d'un point de vue peut-être plus santé publique, parce que j'interviens massivement, enfin en tout cas très largement plus dans le public que dans le privé. Il y a pas mal, en tout cas, il y a pas mal d'enjeux en ce moment qui ont été lancés par les plans successifs et qui visent notamment à faire un peu de la France une championne en e-santé. Il y a plein d'initiatives nationales qui sont là-dessus. Par exemple, il est prévu qu'il y ait un espace numérique en santé qui soit ouvert automatiquement pour tous les Français d'ici au 1er janvier 2022. Il y a un plan qui doit permettre à la France de synthétiser des centaines de milliers de génomes pour devenir un petit peu une championne de la médecine génomique d'ici à 2025. Il y a des plans qui visent à transformer complètement le financement des hôpitaux. Donc, en tout cas, il y a un peu un grand panel de défis. Je pense que les principaux, ça va être l'insertion, en tout cas, du digital encore plus dans le parcours de soins du patient. On peut penser à la robotique, on peut penser aux applications de santé, on peut penser à la télémédecine, on peut penser à l'IA. Et en fait, tout ça, il y a des changements qui sont un peu socles, dont on peut parler d'interopérabilité, de comment récupérer les données, de comment entraîner les modèles, mais ça va aussi entraîner des changements qui sont beaucoup plus profonds et je trouve assez passionnants,
que ce soit d'une part plutôt sur la formation des professionnels de santé, qui ne sont pas encore du tout à jour sur ces choses-là et qui n'ont pas forcément envie de les utiliser. Ça entraîne aussi complètement en fait, de réorganiser les hôpitaux, parce qu'on ne prendra plus en charge les patients de la même manière. Et ça implique également en fait, de revoir complètement les modèles de financement des hôpitaux, qui sont aujourd'hui sur des financements à l'activité, et il y a déjà des projets pour passer sur d'autres types de financement. Donc en tout cas, d'un point de vue e-santé, finalement, le digital dans la santé, ça impacte des fondations techniques, des pratiques, des organisations, de la stratégie, du financement, et ça touche un peu à tout. Et je pense que ça peut être assez intéressant de voir comment ça peut avancer et de voir en fait où on en sera dans quelques années, quoi. Pas d'autres avis sur la question? Alors du coup, j'allais juste compléter un petit peu sur d'un point de vue un peu plus donc, technique, machine learning, IA. Je pense que ce qui va être important dans les années à venir, c'est la gestion des données. Donc, je rejoins un peu Aurélien. La gestion des données, et, parce qu'en fait, il y a beaucoup de données actuellement, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir les mettre à disposition de façon confidentielle. Donc, voilà, je pense qu'une grosse évolution, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à permettre à tous les chercheurs d'utiliser ces données de façon tout en respectant la confidentialité donc de ces données. Il y a plein d'enjeux aussi en termes d'homogénéisation des données. Donc, si on veut pouvoir les utiliser, il faut qu'il y ait un espèce de standard qui soit mis en place. Ouais, donc voilà, pour moi, je pense que la gestion des données, c'est vraiment quelque chose qui est majeur pour qui doit être pris en compte et qui doit être fait pour qu'on puisse vraiment exploiter l'IA dans toute sa... exploiter tout son potentiel, quoi. Et aussi, d'un point de vue plus technique, la libération des codes, voilà, donc l'open source, tout ça, ce sont des choses qui sont assez importantes, notamment pour les chercheurs en machine learning. Je pense que ça va se démocratiser encore plus, et c'est une bonne chose, je pense. Ok, très bien. Donc, dernière question avant qu'on passe à des temps d'échange. Moi, je me demandais, c'est quoi les spécificités du travail en labo, et est-ce que ça s'adresse plus particulièrement à un certain profil? J'imagine que oui, quand même. Et j'aimerais bien en savoir plus là-dessus, et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. Quand tu dis labo, c'est labo pharma, c'est ça? Ou labo de recherche? Parce que... Les deux. Ok. Je vais dire pour le labo pharma, les spécificités, c'est que c'est une entreprise, quoi. Tu peux t'orienter dans plein de métiers différents. Donc, tu peux aller dans la data, dans le marketing, dans le médical, dans la compliance. Ce qui est pas mal, en tout cas, c'est chez Amgen, c'est que là, je commence dans la data, et après, voilà, peut-être d'ici 1 an, je peux aller dans le médical, je peux aller dans la compliance ou dans le marketing. En fait, je vais pouvoir jumper assez facilement en fait entre les différents services. Donc ça, je trouve pas mal. Laboratoire pharmaceutique, il faut, je trouve, des compétences techniques, bien sûr, pour être data analyst, mais je pense qu'il faut avant tout une tête bien faite et une bonne capacité de communication, et on va dire un panel de compétences assez large, parce qu'on est amené à bouger, à évoluer, donc à bouger à la fois de poste, peut-être à bouger géographiquement, et à terme donc à manager des personnes. Donc je pense que ce qu'ils attendent en tout cas des profils qui postulent, je pense, c'est des profils donc avec des compétences techniques assez analytiques, mais aussi en même temps généralistes, qui pourront être les managers de demain et les directeurs de demain. Donc voilà. Et sinon, en termes de labo de recherche,
Je dirais que les spécificités, c'est qu'on travaille de façon assez autonome. Donc, c'est un rythme qui est totalement différent. Je pense qu'en entreprise, on est bien plus solitaire, même si on a quand même beaucoup d'interactions avec les autres chercheurs. Donc moi, je suis en thèse en entreprise, donc j'ai quand même des collègues. Donc voilà, je ne suis pas non plus toute seule dans mon bureau toute la journée. Mais voilà, donc il faut être autonome, il faut être passionné par son travail, parce que sinon on s'ennuie assez vite, je pense. Voilà, donc c'est pour quel profil? Je dirais les profils plutôt très passionnés, quoi, et minutieux et curieux. Voilà, je sais pas, peut-être que Constance a d'autres... Non, je suis assez d'accord avec toi. Il faut être assez autonome, pas avoir peur pas de travailler seul, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur non plus d'aller voir les gens et de poser des questions aux gens. C'est pas forcément facile au début. Enfin, comme dans tous les métiers, hein, de toute manière, mais je trouve qu'encore plus en labo, il ne faut pas hésiter à envoyer des mails et aller voir des gens. Moi, je suis en chiffre aussi, mais pour le coup, mon équipe recherche dans mon entreprise, on est 3, dont mon co-encadrant, donc c'est une toute petite équipe recherche. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand même d'avoir les pieds dans une entreprise et de voir son travail qui est implémenté dans le logiciel de l'entreprise, etc. C'est assez... ça fait quand même plaisir. Et donc du coup, les spécificités, j'irais vraiment être intéressée par ce qu'on fait, parce que si jamais vous partez dans un labo de recherche, vous ferez peut-être une thèse et Rebecca, si tu peux pas passer par là, tu as de la chance encore, mais franchement, il y a des hauts, il y a des bas, et dans les bas, il faut s'accrocher, quoi. Et, mais il y a aussi des hauts, et ça c'est cool. Donc voilà, non, je crois que tu as à peu près tout dit, être autonome et être vraiment intéressé par ce qu'on fait. Super, je vais vous proposer alors qu'on se divise dans des salons pour que vous puissiez poser vos questions. Après, si vous avez déjà des questions générales et pas en particulier à un seul intervenant, vous pouvez les poser dès maintenant. Et sinon, je fais les salons. Ouais, Nina, moi j'ai une question. Ouais, vas-y. J'active la vidéo juste pour poser ma question. Je sais pas si ça marche. C'est bon, ouais. Ok, super. C'est une question un peu technique, je comprendrais certains de ne pas y répondre. Mais disons que pour quelqu'un avec des convictions écologiques fortes, mais en même temps un intérêt vif pour la santé et le machine learning, comment est-ce que vos fonctions actuelles se positionnent par rapport à la sobriété énergétique? Alors moi de mon côté, sobriété énergétique d'un point de vue outils utilisés, etc., vu qu'on travaille sur des gros ordinateurs et des gros GPU et des trucs comme ça, clairement on est nul là-dessus, je le dis clairement. Mais le truc dont je suis vachement contente, c'est qu'il y a de plus en plus de conférences qui se font à distance, donc de moins en moins de gens qui se déplacent et qui prennent l'avion. Enfin, par exemple, cet été, j'avais une conférence au Canada, à laquelle au début je voulais même pas soumettre parce que je voulais pas aller au Canada juste pour 3 jours. Et mes encadrants m'ont dit si, tu soumets, il te faut un article, tout ça. Finalement, ça s'est fait à distance et je suis très contente d'avoir la possibilité, que ça puisse se faire à distance. Alors qu'il y a d'autres conférences qui, au tout début du Covid, ont été carrément annulées à cause de la distance, à cause de la non-possibilité de présence. Et je pense qu'il y a de plus en plus de conférences qui vont offrir une option présentielle ou distancielle. Et donc, du coup, ça, je trouve ça pas mal. Après, du point de vue ordinateur utilisé, etc., on est clairement une catastrophe. J'en ai conscience. On va essayer de faire en sorte de garder les ordinateurs le plus longtemps possible, mais quand on voit les ressources qu'on utilise, c'est pas top, quoi. Mais est-ce qu'on peut se rassurer en se disant que c'est un domaine qui en vaut la peine ou pas? C'est une bonne question. Après, ça a tout à voir avec ta conscience. Hein. Ouais, ça dépend de chacun, mais c'est vrai que moi j'ai un peu dans l'idée que je trouve que ça vaut la peine, bien sûr, notamment en labo pharma, tu verras des aberrations. J'en ai vu une hier quand je suis allée au travail. Ils ont en fait des affiches où ils présentent en fait les différents médicaments qui sont exposés dans tout l'open space.
Et en fait, ils jettent ces affiches tous les mois, donc fait de carton, mais aussi de beaucoup de métal. Et tous les mois, en fait, ça leur coûte une fortune, donc c'est 90 € l'affiche, ils les jettent et ils en remettent des nouvelles. Donc après, dans mon optique, c'est aussi à nous, entre guillemets, la nouvelle génération, de changer les choses, de changer. Et justement, si tu vas dans un labo pharma où tu vois que tu as des pratiques pas forcément écologiques qui se mettent en place, ce que je vais faire, tu vois, je vais envoyer un mail, je ne sais pas s'il va bien le prendre, hein, mais au responsable de ces affiches, au responsable de l'open space, en lui exposant mon point de vue. Donc bien sûr, tu as des aberrations, mais on est aussi là pour changer les choses. Donc c'est pas parce qu'il y a des aberrations qu'il ne faut pas aller dedans. Et pour moi, en tout cas, le domaine de la santé, c'est un domaine noble, entre guillemets, qui ne peut pas se passer d'inventions technologiques, de computer, aussi de chimie, pour faire de chimie, de tests sur les animaux. On ne peut pas s'en passer, en tout cas pour le moment. Donc pour moi, en tout cas, ça vaut la peine de faire ça pour sauver des vies et alléger la souffrance de personnes malades. Et c'est mon avis personnel. Moi, je rejoins du coup Constance. C'est vrai que d'un point de vue ordinateur, ressources, mémoire, bref, tout ça, c'est une catastrophe. Et chaque entraînement de machine learning, des fois, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'on va faire tourner notre machine 5 heures pour valider un mini truc. Mais 5 heures, tu as de la chance, hein. Moi, c'est 3 jours. Ouais. Ça dépend. Mais oui, donc des fois, c'est long. Je pense qu'on en est conscient et voilà. Mais je pense que ça vaut la peine parce que les produits, en tout cas, j'ai une mauvaise conscience en le faisant, oui et non, parce que d'un autre côté, je ne fais pas ça pour... Il y a un vrai produit qui se développe derrière. Après, si on veut faire de la sobriété extrême, oui, en soi, il ne faudrait pas le faire, quoi, mais voilà, si on veut... je pense que s'il y a des choses à faire d'un point de vue technologique, la santé, c'est quand même quelque chose qui est important et qui en vaut la peine. Et peut-être pour rebondir, mais c'est vrai que pour aujourd'hui, un hôpital, il faut être assez clair. Globalement, sa dépense énergétique, c'est à peu près le dernier de ses soucis, parce qu'il n'a pas de thunes, parce qu'il a des malades à gérer, et que c'est un peu tombé au fin fond de la ramette. Même si ça tend un peu à changer, mais peut-être moins sur des outils numériques que sur juste en fait faire de l'isolation et réduire de l'empreinte carbone un peu plus at large. Après, quand on prend en fait toute la vie, finalement, si demain le logiciel de Rebecca permet de réduire de 4 mois la prise en charge du patient, c'est autant de médocs qu'on réduit, c'est autant de coûts du système de santé qu'on réduit, qu'on peut réinvestir ailleurs. Donc en fait, je trouve que même d'un point de vue global, au-delà de l'aspect très santé, et ça a du sens de sauver la vie des gens, tu as aussi peut-être un aspect gestion de bout en bout, où en fait un cancer qu'on prévient, c'est un cancer qu'on n'a pas à soigner, et un cancer qu'on n'a pas à soigner, c'est des médocs, c'est des actes de chirurgie, c'est toute la chaîne. Et pour le coup, je pense que si on faisait l'analyse CO2, elle sera assez haute quand même. Ok, merci beaucoup à tous pour les réponses. C'est très intéressant. Ok, du coup, je vais procéder à la division en groupe. Je vais vous laisser choisir les salons que vous voulez. Donc, il y aura un premier salon avec Constance et Rebecca. Un deuxième avec... je crois que Rémi est parti. Donc, on va peut-être faire un deuxième avec Anaïs et Aurélien et on en fera juste 2. Donc, Ça marche. Moi, je vais devoir y aller aussi, je suis désolée. Mais du coup, s'il y en a qui veulent m'envoyer un mail pour me poser des questions ou même juste discuter à Centrale, si vous avez des questions plus précises, moi je suis à Centrale la moitié du temps. Donc mon adresse mail c'est constance.fourcade@ec-nantes.fr. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou envie de parler en face à face plus directement. Voilà, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci Constance. merci.